DGG, il revient avec un livre, il s'appelle Le Monde de demain, entretien avec Philippe Manœuvre, le livre est aux éditions de Cherche Midi. Bonjour Joe Star. Bonjour. Joe Star, il y a 10 ans, vous aviez écrit Mauvaise réputation. Ouais, j'avais écrit avec Philippe Manœuvre. Avec Philippe Manœuvre. Pourquoi 10 ans après, revenir, vous n'aviez pas tout dit la première fois? Bah en fait non, ça s'était arrêté à la naissance de mon premier fils, et puis entre temps il s'est passé plein de trucs quoi. Donc voilà, et puis surtout j'ai été relancé par le Cherche Midi pour faire la suite, vu que la première partie avait bien marché. Voilà. C'est une mise à nu quand même, hein. Vous êtes, vous parlez franchement de vous. Moi je sais pas, c'est un exercice en toute franchise, pas l'entre-deux quoi. Puis comme avec Manœuvre on se connaît assez bien, donc je me livre assez facilement à lui. Hein. Mais c'est quoi? C'est une espèce de psychothérapie pour vous, de psychanalyse? Pas loin, ouais. Pas loin. Non, mais il y a plein de choses, surtout sur la première fois, il y a plein de choses que j'ai livrées, que j'avais jamais franchement racontées comme ça, aussi, de manière aussi posée à qui que ce soit, quoi. Donc voilà, ouais, effectivement, ça a eu des relents de thérapie, ouais. Mais parce qu'on vous imagine plutôt impulsif, plutôt du tac au tac. Vous imaginez par quoi? Par le prisme des médias, par le prisme de gens qui ne me connaissent pas? Oui. Bon, bah, je sais pas quoi vous répondre alors. Mais est-ce que vous avez conscience parfois que vous renvoyez cette image? Je m'en fous surtout. Vous en foutez? Ouais. Enfin, je suis pas là pour être dans l'œil de l'autre, même si je fais des télés, je fais des choses comme ça, mais en fait je vis pas dans l'œil de l'autre, donc je m'en fous quoi. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je fais parce que je suis quoi. Oui, je pense que mais dans le métier que vous faites, c'est lié. Bah sûrement. Pour ceux qui sont, enfin, moi je considère que quand j'acte dans ce que je fais, que ce soit la musique, le cinéma ou autre. Je fais preuve de sincérité, donc après j'ai pas à m'excuser du reste. Mais ça vous joue des tours, par exemple, est-ce qu'il y a des réalisateurs qui se disent, moi j'ai pas embauché Joe Star parce que je sais pas, il me fait peur, je sais pas comment il peut réagir. Bah ouais, je sais pas quoi leur dire non plus quoi. Tant pis pour eux. Ouais. Je crois qu'il fait partie un peu du florilège du florilège français au niveau de ma posture à tous les niveaux quoi. Voilà. Je crois qu'en plus. Ouais, je me force pas quoi. Je suis trop feignant pour faire semblant, donc du coup, voilà quoi. Voilà, j'ai pas la politesse étant de la perte de temps. Je suis dans le respect de la personne ou dans le respect tout court voilà. Donc moi j'ai lu attentivement votre livre et puis j'ai découvert effectivement un Joe Star qu'on connaît pas. Ouais. Joe Star. Alors on va laisser de côté. On y reviendra peut-être l'addiction, la drogue, parce que vous en parlez franchement. La désintox. Vous dites que vous croisez des gens des médias. Je suis pas une balance. J'ai pas à dire qui je croise, etc. Ce qui est normal. Mais moi, Joe Star, quand vous parlez, parce que Olivier faisait allusion au cinéma, vous dites, on m'imagine sûrement en étant un fondu de Scarface, c'est pas votre film préféré, ce que vous dites déjà, Scarface. Et puis, je vous entends dire, Arte, ouais, c'est une chaîne que j'aime bien parce que c'est une chaîne qui ose. Arte, Joe Star. On a des choses intéressantes qu'ils ont proposées, quoi, des choses un peu hors normes, quoi. Même au niveau, enfin, maintenant que j'ai un peu un pied dedans, même ce que Arte signe, ne serait-ce que pour le cinéma ou pour les séries. Voilà, on est sur autre chose. Et puis en plus, je crois qu'ils sont pas sous le couvert du CSA, donc ils peuvent un peu faire ce qu'ils veulent aussi. Voilà quoi. Ouais, plus de liberté. Parce que vous, la télé, ça a été Nouvelle Star. Vous l'avez pas fait cette fois-ci. Vous avez regardé Nouvelle Star? Non. Non. J'avais pas regardé avant. Je regarderai pas plus après. Ça vous a pas manqué d'être jury de la... Non, heureusement, j'ai des amis, une vie, et tout le reste quoi. Non. Trop d'amis d'ailleurs parfois, parce qu'on découvre dans le bouquin qu'il y a tout le temps du monde chez vous. Il y en a un peu moins quand même ou pas maintenant? Je crois que un peu comme tous les gens de mon acabit, on a toujours une petite cour autour de soi, mais est-ce qu'il y a moins de gens? Je sais pas, je suis pas comptable de tout ça. Il y a toujours des gens, en tout cas. Marianne Soubré qui a lu aussi le livre de Joe Star, de Philippe Manœuvre. Bah oui, je l'ai lu. Alors au début, je le dis parce que ce sont des entretiens rapportés, donc il y a un style parlé. Donc au début, je me suis dit, oh là, je vais avoir du mal à rentrer dedans. Et en réalité, dès qu'on est dedans, on découvre, voilà, je connais pas, je sais pas qui vous êtes. Enfin, évidemment, je connais le personnage Joe Star, mais en réalité, là-dedans, c'est pas du tout le personnage tel qu'on l'imagine, tel que les médias nous l'ont montré. J'ai découvert un père. Alors, ce que vous dites sur vos enfants, c'est super touchant, quoi. À un moment, oui, puis à un moment sur Mathis, vous dites, mon fils, enfin, t'es un enfant de l'amour, quoi. N'oublie pas. Et ça, j'ai trouvé ça super touchant. Surtout, je vous ai découvert très politique, très militant, oui, sur au-delà du droit, au-delà d'exercer le vote, vous avez des réflexions extrêmement politiques sur la religion et l'absence de religion
du temps de votre jeunesse, on va dire, sur la montée de la religion et sur Dieudonné. Et je voulais que vous en reparliez parce que j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Politique, oui, mais militant. Sur Dieudonné, qu'est-ce que vous dites? Militant, il est français. Il y a beaucoup de mots là-dedans, donc je sais pas ce que je dis exactement. Qu'est-ce qui t'a marqué sur Dieudonné? Sur Dieudonné, vous dites qu'il s'est planté, il est dans le mauvais combat. Quoi. Clairement, la façon dont vous dites qu'il n'éduque pas son public, qu'il se sert en fait des carences de son public, c'est clair. Je pense qu'on est dans une société déjà qui est quand même d'une manière, et je trouve que comment dire, les humoristes, ils peuvent avoir une liberté quand ils sont talentueux, justement. Il y a quelque chose qui peut fonctionner. Alors peut-être que pour certains, le mot éduqué pourrait paraître fort. Ce que j'accepte pas, c'est quand on joue sur les clivages et qu'on fait en sorte que moi j'ai eu cette sensation-là. À un moment donné, il me faisait rire. Je le trouvais talentueux. Je sais que c'est quelqu'un de talentueux, mais jouer sur moi, mon but dans la vie, c'est pas que les autres se foutent qu'au final, une fois que je sois passé par là, que les autres se foutent sur la gueule ou se marchent sur la gueule, quoi. Je crois qu'on a déjà assez de problèmes comme ça à tous les niveaux. Moi, je suis de l'époque des proches Coluche. C'est ce que vous racontez à madame. C'est pas toujours consensuel non plus. Et Dieudonné, lui, il s'est perdu tout seul dans son histoire. Ouais, mais on sait, quoi, tous les dérapages. Il dit, c'est la page 124, je l'avais noté. On peut rire de tout. C'est ce que vous dites. Approche-toi du micro si tu veux qu'on t'entende. C'est la page 124, c'est marrant, c'est la page que j'avais notée. On peut rire de tout. Moi, je pense complètement ça, et je pense à Tex qui s'est fait virer pour une connerie invraisemblable il y a pas longtemps et qui n'est pas suffisamment défendu par les humoristes. Je le dis franchement. Il l'est quand même. Mais pas suffisamment. À part La Fesse et Romanoff, j'ai pas vu beaucoup de monde sortir. Non, mais bon, on revient à Joe Star. Moi, j'ai pas du tout trouvé qu'on avait affaire à un militant, pas du tout. Je connais pas le Joe Star d'abord. Je ne connais pas d'il y a 10 ans. Mais j'ai l'impression que c'est pas la même personne. Je le trouve pas du tout militant. Alors il est pas dans le sirop, il chante pas la messe, mais il y a moi je trouve que oui, ça m'a bien plu. Ce que j'entendais par militant, c'était une qualité. Non, mais d'accord, c'était un homme plutôt de gauche. Alors il y a des gens qui l'aiment pas. Citoyen français. Il y a des gens qui l'aiment pas beaucoup. Il y a son ancien impresario. J'ai pas l'impression non plus qu'il. Sébastien Farran. Voilà, je voulais même pas le nommer. Mais enfin, comme il n'est pas dans la litote ni dans l'euphémisme, ça revient souvent. Je pense pas non plus qu'il ait une tendresse particulière par rapport à Hanouna, mais ça, c'est l'écume des choses. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est un livre plutôt pudique. Mais justement parce qu'il est pudique, il dit pas mal de choses. Ça m'a plutôt bien plu, moi, ce bouquin-là. Je veux dire, je suis pas du tout rap, je suis à des années-lumière de Joe Star, mais puisque je devais lire ce livre, que j'aurais pas acheté personnellement, mais puisque je devais lire ce livre, j'avoue que ça a été pour moi un exercice qui a été un exercice agréable. Joey, voilà. vous devenez consensuel maintenant. Non. C'est lui qui va répondre, tu sais. Oui. Je deviens consensuel, ouais, mais je pense que l'âge aidant, il y a plein de choses qui changent, comme il le disait, effectivement, je crois que c'est complètement naturel. Après, est-ce que je deviens consensuel? Pas toujours au réveil, hein. Je sais pas, enfin j'ai des heures. Est-ce que vous êtes en bourgeoisie? J'ai des heures, des jours avec et des jours sans. Oui, sûrement, oui. Je vis bien. Je gagne bien ma vie, je fais plutôt ce que j'ai envie de faire. Donc, mais sinon, bourgeoisie, oui, sûrement. Vous avez arrêté la drogue? Pardon? Vous avez arrêté la drogue? Pourquoi vous êtes de la préfecture? Mais c'est parce que vous parlez de la désintox dans le bouquin et vous en parlez franchement, c'est pour savoir si vous étiez allé franchement. Je vous demande si vous êtes de la préfecture. D'accord. Donc je réponds, je suis pas de la préfecture. D'accord, voilà. Qu'est-ce qui vous met en colère encore? Non, je crois que je suis souvent, comme aujourd'hui, je suis un peu malade. Je savais pas que je devais faire une émission ce matin, donc je suis un peu remonté contre des gens. Après l'agenda. Voilà, exactement. Mais sinon, qu'est-ce qui me met en colère? Ce qui me met en colère, c'est qu'aujourd'hui, dans cette putain de société, si t'as rien, t'es rien. Et malheureusement, il y a pas mal de gens qui sont sur la touche. Voilà, ça me met encore en colère. Et après, ça se décortique tout ça. Mais voilà, par exemple, en premier lieu. Johnny, puisqu'on parlait de Farran qui a été votre ancien manager, ça me met en colère, par exemple. Ça vous met en colère toujours. Et on l'a beaucoup vu puisque c'était le manager de Johnny. Et on va peut-être pas revenir sur l'affaire Farran parce que c'est vos histoires, mais le match de Johnny à la Madeleine, le match de la Nation, c'était important, suffisant. Ça n'a aucun rapport avec Farran déjà.
Oui, ça. D'accord, ok. Non, mais c'est une je transition. pense que oui, c'était important. Ouais. Oui, Johnny n'était pas n'importe qui, complètement. Ouais. Vous l'aviez rencontré? Oui, je l'ai rencontré. Non, mais voilà. Et puis, de toute façon, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait énormément de gens qui étaient au rendez-vous, donc effectivement, ça valait la peine de le faire complètement. C'était pas trop. Bon, on va pas tirer sur l'ambulance, hein, voilà. Mais est-ce que c'était trop? Je sais pas à moi de répondre à ça. Mais en tout cas, voilà, s'il y avait autant de gens qui étaient là et qui sont montés de partout en France, c'est que ça valait la peine. Bon, après, Johnny n'était pas Victor Hugo non plus, quoi. Ouais, donc voilà, les Champs-Élysées et l'église de la Madeleine, le discours du président de la République. C'est tout ce que j'ai à dire. Non mais Victor Hugo, C'est un peu beaucoup. Quoi. Victor Hugo, par contre, ça fait une belle transition parce que apparemment vous avez pris énormément de plaisir à dire du Victor Hugo, à dire du Robespierre sur scène, et ça c'est aussi un super passage du livre, quoi. Enfin vraiment, vous êtes très littéraire aussi. Moi je savais pas tout ça. J'ai beaucoup de livres, mais je les ai pas tous lus. Je les ai souvent commencés, mais jamais finis. Non, mais c'est surtout que, enfin, l'exercice dont on parle, c'est éloquence à l'Assemblée. En fait, on m'a proposé. Moi, comment dire. J'ai un peu ce principe, on dit que la routine tue, voilà, j'avais jamais fait de théâtre, j'étais jamais monté sur scène tout seul, déjà même dans ma musique, et on est venu me proposer ça, et j'ai d'abord lu, donc il faut savoir qu'il y a Lamartine, l'abbé Grégoire, Robespierre... Malraux, vous finissez par Malraux Malraux, Aimé Césaire, entre autres, Simone Veil, enfin, voilà. Et donc, à la lecture de tous ces vieux discours, j'ai été super ému parce que en fait, il y a des choses qui datent de 1700, 1800, et en fait que j'ai trouvé super actuel, quoi. C'est-à-dire qu'on, on avait déjà le privé qui prenait le pas sur le public, entre autres. On comprend que, je sais pas. La Révolution française, c'est les prémices du libéralisme, enfin plein de choses comme ça, enfin voilà, et j'ai trouvé ça, enfin voilà, ça m'a plu, et j'ai accepté de le faire, et c'est en rentrant chez moi que je me suis dit, mais mec, t'as accepté de le faire, mais tu vas monter sur scène et tu vas livrer ça tout seul. Et après coup, tellement j'ai été emporté par ce que j'ai lu, quoi. Voilà. Donc c'est juste un truc, c'est à l'humeur, encore une fois, quoi. Joey Starr, vous restez avec nous. Suite du grand oral des GG dans un instant. Question de Karim Zeribi, puis on continuera bien sûr de parler du livre et de l'actualité. À tout de suite sur MC numéro 23. Karim. Ouais, écoute... Quoi dire Karim, tu es de Marseille, à ton accent, ça se sent. De Marseille. C'est pour ça que je te demande si tu veux jouer à Marseille, parce que j'ai quand même envie qu'on ait un peu de théâtre aussi. Mais on en a beaucoup, ça marche bien. Non, moi j'ai 50 ans, donc Joey Starr, comme je suis attiré par tout type de musique, dont le rap, qui s'appelait le hip-hop à l'époque, donc j'y étais très sensible. Très sensible parce qu'en même temps, ils étaient dans une forme de... je dirais de musique qui est, tu as parlé le mot de militant tout à l'heure, ils n'étaient pas militants, mais ils étaient revendicatifs. Engagés. Ils disaient la société. Et on était un certain nombre à l'époque à se sentir un peu concernés par ce qu'ils disaient. Après, moi, le livre, ce que je trouve intéressant, c'est que, j'ai envie de dire, le personnage est quand même fidèle à lui-même. Ce qui le caractérise, c'est l'authenticité. Il le dit souvent, en fait, il en a rien à foutre du regard des gens. Avec son génie et ses dérapages, il est lui-même. Et puis, voilà, on le prend comme il est. Ou alors on change de chaîne. Donc, ou on n'achète pas ses disques, on ne va pas voir ses films. Mais force est de constater que le garçon, il a du talent, quoi. Je veux dire, qui fait de la musique. Il est pionnier avec Cool Chain, que j'aime beaucoup aussi, donc, sur le rap, qui a inspiré beaucoup de jeunes. Il fait du cinéma, ça fonctionne plutôt bien. Il fait du théâtre. J'ai envie d'aller voir, ça me donne envie franchement, parce que je me dis, éloquence à l'Assemblée, Joey Starr, je suis très curieux, donc j'ai envie de voir la prestation, mais malheureusement encore une fois il vient pas jouer à Marseille, c'est pas prévu, et ce qui m'a touché aussi dans ce bouquin, que j'ai pas lu de A à Z, attention, moi je raconte pas d'histoire, hein, parce que je lis jamais un bouquin de A à Z, moi je prends des passages, je me nourris, il se lit rapidement, ça me plaît pas, c'est pas Guerre épée non plus. C'est pas qu'il se lit rapidement ou pas, c'est que tous les bouquins je ne les lis jamais de la première page à la dernière. Donc, il y a deux choses que je trouve intéressantes dans le bouquin. C'est effectivement lorsqu'il parle de ses enfants. Et il y a un passage que j'aimerais quand même lire, faire profiter. Et parce que je trouve que on le dit pas assez, mais c'est quand même fondamental. Quand il parle de ses enfants, il dit, j'essaye de leur expliquer, ces 3 phrases, que l'envie et la jalousie sont des saloperies. Des trucs qui réduisent le monde, on ne jalouse personne, interdit. J'aimerais que beaucoup s'en inspirent de ça. Parce que la jalousie et l'envie, c'est un poison.
un poison dans les relations humaines, un poison dans la société. Équitablement partagé entre nous, soit dit. Il n'y a rien de plus humain que la jalousie. Oui, et plus ou moins, et qui déshumanise aussi. Donc, parce qu'il faut faire un travail sur soi-même, tu sais, parfois. Et de laisser la jalousie et l'envie de côté. Et vivre sa vie. Donc, je trouve que c'est vachement intéressant, voilà, de voir un Joe Star. C'est bien, son gamin de 11 ans, il dit si tu travailles bien, je t'emmène aux putes. Ça tétanise un peu l'entourage, mais la vanne est bonne. Chacun retiendra ce qu'il veut. Disons qu'il lit très bien mon second degré. Bah oui, heureusement. C'est bien là pour le second degré. Normalement, c'est Porsche pute. Alors, tu avais un autre passage ? Non, après j'avais un passage sur la politique, parce que la politique, moi, ça me passionne. Donc, quand il dit la France n'est pas une monarchie, mais c'est sans doute un pays champion de l'élitisme. En ce moment, je suis au théâtre, c'est pour ça que je parlais du théâtre, pour jouer l'éloquence à l'Assemblée, des textes politiques des siècles passés qui font toute la différence avec nos énarques d'aujourd'hui. Les gens dont je lis les textes avaient de la culture. Pour s'adresser aux gens de leur époque, ils en revenaient au passé. C'était ça, leur fondamental. Et c'était ça, réellement, de l'activisme. Aujourd'hui, il y a moins d'éloquence. Les politiques se sont faits plus techniciens. C'est quand même vachement vrai, quoi. Mais on sort d'une année présidentielle. Le problème, c'est que maintenant, j'ai pas envie d'aller voter pour un manager. J'ai envie de voter pour quelqu'un qui est représentatif de nos envies, de nos besoins et ainsi de suite, quoi. Macron, c'est un chef d'entreprise ? Ah bon, pourquoi t'es pas au courant ? Vous êtes le seul à pas être au courant. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, la manière dont tout ça est géré, c'est du management. On n'est plus. Je crois que l'étymologie du mot politique, c'était la vie de la cité ou un truc dans le genre. Enfin, là, c'est fini tout ça. Là. Oui, mais Macron, justement, il a dit qu'il certes vient du business. Il voulait incarner le président comme on l'incarnait avant. Ouais, bah écoute, va parler avec la France d'en bas, tu verras si les gens sont contents et s'il incarne ce qu'il raconte, ou même toutes ces... Il n'a pas été différent des autres, hein. Les promesses politiciennes ont été les mêmes, quoi. On attend encore, quoi. Donc vous sombez pas... En même temps, je sais pertinemment que les choses ne se feront pas en ancêtre comme ça. Mais peut-être pas aller voter au deuxième tour de la dernière présidentielle. Non, parce qu'on pouvait pas voter pour Gandhi, donc je suis resté chez moi, du coup. Non, mais je l'ai dit un peu honteusement, mais non, même moi, à un moment donné, on avait monté une assoce pour inciter les gens à aller s'inscrire sur les listes et ainsi de suite. Seulement, quand t'arrives avec c'est Hollande ou Sarkozy, mais quand c'est Le Pen ou Macron, Ouais, mais je suis désolé, mais encore une fois, ce truc-là, toute cette histoire dont on va les filer nos voix à quelqu'un, mais pour moi, je suis pas plus d'accord d'un côté que de l'autre, donc qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Et puis vous vous sentez pas dans la peau d'un donneur de leçons non plus pour donner des consignes. Tout à fait, on élimine. On élimine, d'accord. On élimine. On choisit plus, on élimine. Ouais, mais c'est une arnaque, ça. C'est une arnaque. Pourquoi ? C'est une arnaque. Parce qu'il y a une partie des gens qui ne sont pas d'accord pour voter pour l'un ni pour l'autre, et ils font quoi alors ? Et ils se la carrent entre les cuisses. Ça n'empêche pas ensuite d'être critique derrière. Non, mais d'accord, mais c'est tout. On en revient tout le temps à la même chose. Donc voilà, Donc vous n'avez pas succombé à la Macronie, là, ils rentrent dans les sondages, les Français le découvrent et l'apprécient, semble-t-il. Ouais, semble-t-il. Mais encore une fois, moi, je suis victime du prisme des médias, donc les sondages, tout ça, je m'en méfie toujours, quoi. Vous voyez Besancenot, toujours ? Ouais. C'est plutôt votre fibre politique ? Il y a des choses qui m'intéressent, mais pas complètement, ouais. Mais déjà, je trouve que c'est un mec qui va travailler tous les jours, déjà. S'il pouvait aller travailler. Parce que, bien sûr que faire de la politique, c'est un travail. Mais à un moment donné, je pense que Olivier Besancenot est peut-être plus au courant que d'autres du prix de la baguette, quoi. Par exemple, entre autres, voilà. Je pense que la France insoumise, c'est peut-être quelque chose qui vous touche un peu plus avec Mélenchon, avec Ruffin, Mélenchon, notamment. Non, Mélenchon, moi je le mets un peu dans le même sac en fait, quelque part, quoi. Je le trouve pas plus. Je le trouve même par moments un peu dangereux, quoi, parce que à cause de son ego, quoi. Le truc avec Marine Le Pen, à un moment donné, c'était saoulant, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il est pas en train de faire de la politique, il joue pour lui là. Il a envie de foutre la patte à Le Pen et puis c'est tout, quoi. Donc à un moment donné, je trouvais ça un peu bizarre, quoi. Puis je trouvais bizarre que ce soit pas apparent pour tous les Français, quoi. Pour beaucoup de Français. Non, mais le problème, c'est qu'on se réfugie. On n'est pas dans une posture, on se dit tiens, ça m'intéresse. On se réfugie quelque part. Pardon, mais si je peux me permettre, quand on lit ce livre-là, on n'a pas affaire à un insoumis factice. Il n'est pas dans la posture, il est comme il est. Moi, encore une fois, je le connais pas. Mais il me semble, mais purement intuitivement, que le garçon que je voyais il y a 10 ou 15 ans ou 20 ans dans une sorte de provocation un peu
agressive et qui me plaisait pas beaucoup, je le trouve moins authentique que ce qu'il est aujourd'hui, où il est cash et où il fait pas, encore une fois, il est pas donneur de leçons, il dit ce qu'il est. Ah, il est pas dans, c'est pas, on fait pas encore une fois, c'est pas Louis XV, hein. Il est pas dans quelque chose de très poli, mais parfois, de famille, ça fait. Voilà. Mais parfois vous vous enfermez dans des polémiques peut-être inutiles, par exemple le clash avec Hanouna. C'est utile ça. Mais aujourd'hui, c'est quoi le mot clash? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dire ce qu'on pense, c'est clasher quelqu'un. Moi, je suis pas là-dedans. Hein. Ça, c'est des trucs de prépubère. Clasher déjà. Non mais ça veut dire quoi clasher? Je comprends pas moi. Il fait de la merde. On me demande, je le dis, stop. Voilà. Alors je le clash. Et après, il vous répond. Mais j'en ai rien à foutre. C'est qui Hanouna? Non mais je veux dire, si on éteint la télé, c'est qui Hanouna? Bah justement, par rapport à ça, c'est qui Hanouna et qu'est-ce que vous en pensez que le président de la République soit en direct dans son émission pour qu'il lui souhaite son anniversaire? C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Voilà. Ah ouais, il n'a pas autre chose à foutre, le mec. Mais puis surtout, là, tu crédites quelque chose en plus de par ta posture, quoi. Et ça, c'est très grave, quoi. Il parle aux jeunes, là. Il se dit, je parle aux jeunes. Il parle aux jeunes. Ah putain, heureusement que les jeunes Français sont pas tous devant le carré magique en train de regarder Hanouna, bordel, parce que la France, où est-ce qu'elle irait, quoi? Pardon. Mais par rapport à ça, pardon. Au-delà, je vais encore me faire plein de copains. Hein, parce qu'à chaque fois que j'en parle, je me fais insulter. Mais à chaque fois, je leur dis, allez bouffer, allez manger vos capes, les gars. Je m'en fous, moi, de vos gueules. Vous abrutissez devant un truc. Pardon, quoi. Moi, déjà, j'ai toujours un problème avec. Je suis un TV addict. Hein, j'aime regarder la télé. C'est un truc générationnel. C'est l'animateur star. Pardon, j'ai toujours eu un problème avec ça, moi, au départ. Qu'est-ce qui se passe? Que c'est Prévost qui disait tu n'es pas, enfin tu ne crées pas, Avant on appelait ça une speakerine, mec. Aujourd'hui on appelle ça. Oui, puis la télé reste pas. Ouais. D'ailleurs ça vieillit mal. Les images télé vieillissent toujours très très mal. Ouais, puis le niveau là il vieillit mal aussi. Hein. Mais en même temps vous aimez bien les réseaux sociaux. Ouais, vous aimez bien un peu la castagne aussi sur les réseaux sociaux. J'aime la connerie, ouais. Vous aimez bien aller titiller Booba, Maître Gims. Non, mais je titille pas les gens, je m'en fous. C'est pas. Mais non, mais si vous voulez appeler ça comme vous voulez, ça peut vous faire plaisir. Je dis ce que je pense. Quand je vois un truc drôle, je le fais Quel remarquer. Est l'artiste aujourd'hui dans le rap d'aujourd'hui qui par exemple est pour toi créatif, que tu trouves intéressant? Je suis pas là pour parler des autres. En fait. Non mais pour une fois, je te demande pas de dire du mal de qui que ce soit, de dire plutôt du bien. Il y a quelqu'un qui arrête mon oreille ou pas? Il y a des gens qui sont là, comme ça, là, qui me vient à l'esprit, on va dire Orelsan. Je trouve que, voilà, scéniquement, il est performant. Je trouve qu'il écrit. Je trouve qu'il fait avancer le public. Voilà, quoi. Mais ça, c'est la génération du milieu. Mais dans la nouvelle génération, il y en a aussi. Enfin, voilà, mais... Je te conseille YL de Marseille. Écoute-le, tu verras. Tu tapes sur YouTube, tu verras. Ouais, mais son maître, c'est pas un rappeur, c'est Gérard Depardieu. Mon maître, enfin je dis vous le dites, c'est notre Marlon Brando à nous. Gérard, il est estampillé comme le camembert, quoi. Il est, enfin voilà, tu peux rien faire, quoi. Il est incontournable, quoi. Vous avez tourné avec lui, c'était impressionnant. Ouais, c'était. J'ai toujours du mal à parler de lui parce que j'adore Gérard. Je peux comprendre qu'on l'aime pas, je peux comprendre plein de trucs, mais Gérard, il est tout, quoi. Il peut être très casse-couille, comme il peut être très bon, comme il peut être très fin, comme il peut être. Il est tout à la fois, quoi. Donc quand tu ressors, quand tu ressors de là, t'es épuisé, quoi. Moi, il m'a lessivé. Je tournais 3 mois avec lui. J'ai cru que j'avais pris 8 ans, quoi. Non, il est en forme, Gérard, encore. C'est un peu votre portrait, en fait. Je ne pense pas, non. Non, mais. Vous avez un peu le même type de personnalité. Ah, peut-être. Alors, je sais pas. C'est dur d'être protagoniste et spectateur à la fois, donc si vous le dites, je vous crois. Bah, vous savez être dans l'excès, et puis... Non, mais vous dites ce que vous pensez. À ce moment-là, moi, je le vis pour moi, donc je ne suis pas comptable de quoi que ce soit, donc c'est dans les yeux des autres que je vois que je suis dans l'excès. Mais non, pas dans l'excès, mais vous n'êtes pas langue de bois, parce que, excusez-moi, mais moi je trouve que les artistes sont souvent plus langue de bois que les politiques. Vous savez quoi? Il faut sortir, il faut descendre dans la rue, vous allez voir, les Français sont pas du tout langue de bois. Hein, ouais, mais moi, j'ai grandi dans un endroit où le milieu de cet endroit, c'était un café. Donc voilà, la manière dont je m'exprime, la manière dont je suis, c'est un peu la rayonnance de ça, quoi. Ouais, mais vous savez très bien que si on fait venir un acteur et un chanteur, souvent il sera plus langue de bois que le politique, parce qu'il y a des intérêts, etc. Ouais. Quand vous dites dans votre livre Maïwenn et Police, bah, ça s'est mal terminé parce qu'elle avait besoin de sa cour et vous n'étiez pas dans la cour, et que vous le dites, et vous n'êtes pas obligé de le dire. Il y en a beaucoup qui ne le diraient pas parce que Maïwenn, elle a quand même une position dans le cinéma français importante. Ouais. Bah écoute, voilà, c'est la vie.
Moi, je le dis. Bien, vous avez dîné avec Trump? Vous avez dîné avec Donald Trump? Ouais, longtemps, ouais. Mais en plus, j'étais dans un état, je me rappelle. À mon avis, ça suffit. C'est un coup de cheveux, quoi. Non, mais je me rappelle que j'étais avec Sonia Roland ce soir-là, et c'est elle qui m'a dit, mais tu te rappelles, machin, tac, mais je me rappelle de l'endroit, oui, effectivement, ouais. C'était à Cannes. Ouais, c'était dans les hauteurs Sainte-Maxime, chez Enrique Navarra. Ouais. Et il y avait toute une tablée, enfin voilà. C'était plus sympa que chez François Hollande? Parce que vous avez dîné aussi à l'Élysée? Chez Enrique Navarra, c'était plus sympa, ouais. Sans problème. Ouais. Ouais. Bah écoute, moi c'était comment on appelle ça, les visites du patrimoine d'un délinquant. La journée du patrimoine. Voilà, la journée du patrimoine d'un délinquant. Voilà. Non mais ça m'a juste fait rigoler. Moi je faisais partie d'un groupe de gens, on m'a proposé d'y aller, j'ai dit bah pourquoi pas, ouais. Non mais je paye des impôts, j'ai envie de voir ce que ça dit l'histoire. C'était formidable d'imaginer Joe Star à l'Élysée avec le président quand même. Ouais, bah écoute, ça a étonné tout le monde. Voilà. C'était très protocolaire. On a dû échanger 2-3 mots. J'étais avec des gens intéressants. J'étais avec Bessner, Lescure, entre autres. Voilà, j'étais avec des gens intéressants, donc c'était bien. Non mais c'est une vie de dingue quand même, finalement. C'est un parcours incroyable. Ouais. Non? Ouais, si, bah, il se passe jamais rien, ouais, c'est bien, ouais. Pas le temps d'être nostalgique ou autre, quoi. Non, c'est bien. NTM, c'est quand? Ça revient avec... C'est en mars. Avec Cool c'est en mars, on fait 3 soirs. 8, 9, 10 mars. Ouais, 8, 9, 10. Bercy. Ouais. Enfin, ce qui est à noter, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même vendu 30 000 places en 9 minutes. Ça, c'est. Mais c'est du one shot. Ça lui plaît, ça. Sur la chatte à pépette. C'est plaisant. Pardon. C'est plaisant. Ah, mais ça flatte les égo vertigineux. Ça, j'en parle peu, mais voilà. Quand même. C'est la scène, c'est la motivation, c'est la scène, c'est la musique, c'est la caillasse. Ah, c'est la scène. C'est la scène, on emmène mamie se dégourdir les jambes un peu, enfin voilà, parce qu'on part en tourner derrière, mais non, c'est la scène, c'est la scène. C'est-à-dire que même s'il y a, mais bien sûr qu'il y a des pépettes, on va pas y aller. Mais vous êtes mignon, bien sûr. Je suis pas mignon, c'est le nerf de la guerre. Mignon, quand tu remplis 3000 places en 9 minutes, il y a un peu de pépette derrière. Voilà, tac. Et puis surtout, c'est qu'on a encore envie, parce que c'est quand même, c'est vraiment un truc d'humeur NTM, c'est-à-dire quand on le joue, quoi, quand on l'acte. Qui c'est le public aujourd'hui? Des vieux comme moi? C'est qui? Il y a des minots? Non, quand on avait joué en 2008, il y avait pas mal de minots. Ah oui, il y a des minots aussi. C'est les enfants, non, des premiers. Parce qu'on leur a transmis, en fait. C'est un peu comme le football, tu sais, ces gens. Un peu comme l'OM, champion d'Europe. Voilà, Ton équipe préférée. Il n'a pas voulu le dire, ça, à l'antenne. Pas sûr. Qui est cette personne? Joey Star, dans le bouquin, je sais que vous n'aimez pas Noël, mais j'ai un cadeau pour vous. C'est un super livre. Mais j'ai une tête à cadeau, donc je le prends. C'est le projet Culture Rome de Patrick Mahé. Merci. Ça vous tente? Ouais, je sais que... Vous aimez bien. D'ailleurs, en janvier, j'ai une émission qui sort, qui est sur les réseaux Vice, en fait, qui s'appelle La Route de la Soif. Et je fais un espèce de tour du monde des distilleries agricoles de Rome. Donc voilà, et là on a déjà fait Martinique, Guadeloupe, la Réunion, après on va aller faire la Jamaïque, Haïti, et ainsi de suite, et c'est un programme qui va durer toute l'année, voilà, et ça promet. Parce qu'en fait, c'est quelque chose de très ludique, c'est-à-dire qu'en même temps, le Rhum a quand même une histoire assez lourde. Voilà. Donc en fait, il y a l'esclavage. On va pas juste dans ces pays-là pour teaser ou quoi que ce soit. On y va pour goûter du vrai Rhum, et puis surtout, le Rhum, c'est un pan de l'histoire française aussi, quoi. Donc voilà. Donc du coup, c'est en surface, bien sûr, parce que c'est un programme ludique. Mais quand même, je pense qu'il y a quelques bonnes questions qui sont posées, comme que faisait votre famille en 1848 et ainsi de suite. Voilà quoi.